faire pour en finir avec la guerre à l'est de la RDC? La formation d'un gouvernement d'union nationale va-t-elle renforcer la cohésion à l'interne? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Jeannette Kavira, élue de Lubero. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Bienvenue dans ce nouveau numéro du débat au féminin. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute du magazine de la femme sur Top Congo FM. Et vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube des Top Congo FM, merci d'être nombreux à laisser vos commentaires et vos avis à chaque numéro que vous suivez. Merci beaucoup à vous qui êtes là toujours pour suivre cette émission de la femme sur Top Congo FM. Actualité oblige, nous restons toujours dans la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, la situation sécuritaire reste préoccupante à l'est de la République avec une partie du pays qui est occupée par l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23. Nous parlerons également de la situation humanitaire. Nous parlerons de cette annonce faite par le chef de l'État sur la formation de gouvernement de l'Union nationale. Et pour débattre de tous ces sujets, nous avons dans ce studio Madame Jeannette Mapera. Elle est élue du territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu, une province qui est à moitié occupée par l'armée rwandaise. Madame Jeannette, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, Mami Tchela. On va commencer par la sécurité parce que c'est vraiment ça qui retient l'attention des Congolais aujourd'hui. Madame Jeannette, vous étiez au Nord Kivu il y a peu. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme situation sur place? Dans quel état d'esprit vit cette population du Nord Kivu, du Grand Nord, qui n'est pas encore totalement occupée par la rébellion? Merci. Je voudrais d'abord tout de suite présenter mes condoléances à toute la population du Nord Kivu qui est en train de, et du Sud Kivu, qui est en train de passer des moments extrêmement éprouvants. Je voudrais rendre un vibrant hommage à nos forces armées qui n'ont pas démérité, qui ont montré de quoi ils sont capables, les FARDC et aussi les résistants Wazalendo qui sont sur les différents fronts en train de défendre l'intégrité de notre territoire national et de sauver des vies. Je voudrais sincèrement encourager tous ceux de loin ou de près sont en train d'intervenir pour que les conditions de vie de ces militaires, de ces Wazalendo puissent s'améliorer. Et je voudrais, là où je suis, garder une minute de silence en mémoire, d'abord de notre gouverneur militaire, Chirimwami, qui a été lâchement assassiné, mais aussi pour tous les morts, nombreux morts qui sont tombés sur les champs de bataille et dans les villes et villages du Nord Kivu et du Sud Kivu. Je reviens effectivement du Nord Kivu, donc je ne saurais pas parler du Grand Nord, ça parlait donc c'est tous les Nord Kivu qui est éprouvé. Je dirais que la situation est telle que vous l'apprenez, elle est catastrophique. Et je ne sais pas, peut-être que Dieu aidant, quelque chose peut se passer et les choses pourront revenir dans la normale, mais aujourd'hui, je dirais que le Nord Kivu qui est encore libre, qui n'est pas encore occupé, c'est le Grand Nord, comme vous avez dit. Une partie du Grand Nord, parce que le territoire de Lubero, qui fait aussi partie du Grand Nord, est déjà occupé à moitié. Mais il y a quand même le territoire de Walikale qui est encore libre. Il y a Beni, territoire Beniville et Butembo qui sont libres. Et là, un gouverneur militaire a déjà été nommé. Il est installé à Beni. Il travaille à partir de Beni. Alors, parce qu'on est déjà dans cette
triste page. Le gouvernement a dénombré déjà plus de 8500 corps déjà enterrés depuis l'invasion du Rwanda dans la seule ville de Goma. Vous avez certainement appris cette semaine ces personnes qui ont trouvé la mort dans un bistrot à Nyiragongo. Vous avez appris également cette explosion de bombes lors du meeting organisé par l'AFC M23. Vous, élus de ces deux provinces-là, comment vous travaillez pour défendre la cause de vos électeurs? C'est compliqué et c'est très difficile. C'est très difficile. Lorsqu'on parle de 8500 morts rien qu'à Goma, il faut ajouter à cela plus de 6000 blessés graves qui aujourd'hui ne sont pas bien soignés, ne peuvent pas bénéficier de soins appropriés parce que l'aéroport de Goma est fermé, les frontières sont fermées et donc les médicaments pour les soins d'urgence dont ces personnes blessées ont besoin, on ne sait pas les acheminer jusqu'à Goma. Ça veut dire que le couloir humanitaire n'est pas encore opérationnel? Non, le couloir humanitaire, moi je viens de là, il n'existe pas. Il n'existe pas encore. Peut-être qu'il va venir parce que le gouvernement en a parlé, peut-être qu'il va venir, mais pas encore. Donc nous parlons des morts qui sont à Goma parce que Goma, c'est la capitale du Nord Kivu. Et il y a eu beaucoup de morts, peut-être même plus de 10 000. Quand nous allons à Rutshuru, de Bunagana à Rutshuru centre, aller à Kiwanja, jusqu'à dans le Buito, à Kishiche, partout là-bas, la résistance a été farouche et il y a eu énormément de morts. Est-ce que tout cela a été documenté? Bon, nous qui venons de là, nous sommes en train de le faire, mais tellement on parle de morts de Goma, on risque d'oublier les morts d'ailleurs, donc de Lubero, de Masisi, de Walikale, de Rutshuru, de Nyiragongo, parce qu'à Nyiragongo, il y a eu vraiment des combats terribles entre l'armée rwandaise, parce que c'est à partir de Nyiragongo qu'ils entrent chez nous au Congo, au Nord Kivu. Et il y a eu énormément de morts à Nyiragongo. Donc, on ne saura jamais compter ces morts qui sont pour moi déjà au-delà de 50 000, rien que dans le Nord Kivu. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est chaque jour qu'il y a des morts. Vous venez de parler des morts qui étaient dans le bistrot. C'est parce que ceux-là ont été documentés. Mais dans les ménages, c'est tous les jours. Et ils disent à la population, nous n'avons pas de prison. Donc même quand on vous attrape en train de boire avant 17 heures un verre de bière, on vous tue. Peut-être vous avez pris une patate douce, on vous tue. Donc ils tuent comme s'ils étaient en train de tuer des mouches à Goma. Ils tuent comme s'ils étaient en train de tuer des mouches partout où ils ont occupé. Mais alors, toutes ces images que nous voyons des populations acclamant, des populations scandant des cris... En Kiswahili, quand vous entendez, quand ils font la mobilisation, ils disent aux gens, venez au meeting. Si vous ne venez pas, c'est votre corps qui vous dira que vous avez eu tort de ne pas venir. En Kiswahili, ils disent... Aussi beaucoup ya utasikilia kumwili yako. C'est parce qu'ils sont obligés. Ils passent maison par maison pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a raté. Il faut qu'il y ait au moins le représentant d'une famille ou c'est des familles entières qui Tout le monde doit venir écouter. C'est pour ça que vous voyez quand il y a un meeting, il y a un monde fou. Il y a un monde fou. Et les gens viennent pas pour écouter le meeting, mais pour sauver leur peau. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Le procureur de la CPI est arrivé dans nos murs et je crois que vous êtes déjà en train de faire ce travail-là, vous élus des provinces occupées et peut-être avec d'autres organisations pour transmettre. Vous êtes en train de parler c'est vrai qu'on a tendance à parler de la grande ville Goma et à oublier les autres. Est-ce que
tous les morts d'autres coins que Goma seront également documentés pour remettre un dossier plus ou moins complet. Si ce sera compliqué aujourd'hui, certainement que les gens sont enterrés dans des fosses communes. Est-ce qu'on sera identifié partout? Est-ce que... Non, on pose les questions dans les familles. On appelle les familles très discrètement à donner le nombre qui sont morts dans les maisons. Parce que ceux qui sont enterrés dans les fosses communes, souvent sont les morts qui sont décédés dans les ménages. Et puis, il y a aussi des décès collatéraux. Parce que quand les hypertensions, les gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas trouvé les médicaments, tout ça, nous sommes en train de documenter. Et nous sommes en train de documenter à partir de 2014, lorsque les ADF ont commencé à égorger les gens à Béni. Vous êtes remonté jusqu'à 2014 pour constituer le dossier à remettre au procureur. Oui. Nous avons commencé là. Alors, le dossier des ADF, des égorgements des ADF, est presque déjà complet. Maintenant, lui, il est venu dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui. Comment vous allez faire pour greffer le dossier EDF à celui d'il y a 23? Ça va aller parce que ce soit à Rutshuru, les gens sont en train de documenter là-bas, même si l'armée rwandaise occupe déjà Rutshuru, que ce soit à Masisi, les gens sont en train de documenter. Et vous voyez comment les avocats, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes sont vraiment en danger? On amène les faits, on les donne aux avocats, c'est à eux de savoir comment ils vont mener le dossier. Parce que nous, en tant qu'élus, nous travaillons avec la population. Nous remontons les éléments, les données vers les personnes attitrées. Et qu'est-ce que vous attendez de la CPI? On espère qu'il y aura des condamnations. C'est déjà bien qu'ils aient pris la décision d'ouvrir le tribunal pénal pour le Congo. C'est déjà ça. Nous espérons qu'il y aura des condamnations. Ça dépend de comment nous allons mener les plaidoyers à ce niveau-là. Et ça ne doit pas être seulement le problème des gens du Kivu. Il faut que tout le monde s'y mette pour ce plaidoyer-là. Il faut que tout le monde s'y mette afin que, à partir de ce tribunal pénal pour la RDC, des noms soient cités et que des sanctions soient quand même prises. Sanctions, le Rwanda a commencé à être sanctionné. Il y a eu le général James Kabarebe qui a été sanctionné par le Trésor américain, Laurence Kanyuka également, le porte-parole de l'AFCM 23. S'en est suivi ces menaces du Royaume-Uni de suspendre l'aide. S'en est suivi l'Union européenne qui a suspendu les consultations sur la défense et qui promet de réexaminer le contrat sur les matières premières critiques. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus la communauté internationale se rallier autour de la cause congolaise. Est-ce qu'on peut dire que la diplomatie est en train de porter ses fruits? Et que dire à ceux-là qui pensent que nous perdons le temps en multipliant la participation dans des rencontres, dans des réunions qui semblent ne pas répondre à l'attente des Congolais, qui est de voir l'armée rwandaise quitter le sol congolais? Parce que vous savez, madame, que depuis toutes les réunions qui se sont tenues, que ce soit au Conseil de sécurité, on demande à l'armée rwandaise de quitter, on demande un cessez-le-feu, mais sur le terrain, c'est pas ce que nous voyons. Justement, je pense que c'est déjà bon que le Rwanda, pour une fois, soit cité par la communauté internationale comme le pays qui agresse la RDC pour piller ou voler ses matières premières. C'est déjà bon. Parce qu'avant, le Rwanda pouvait... C'est depuis 30 ans que nous sommes en train de vivre cette affaire ici. Personne n'avait jamais cité le Rwanda. On nous disait toujours c'est un problème congolo-congolaise. Aujourd'hui, on sait que c'est le Rwanda qui a des velléités expansionnistes, qui cherche des terres au Congo, et c'est le Rwanda qui a des visées économiques sur le Congo à travers les matières premières stratégiques
qu'il ne produit pas mais qu'il vend. Et toutes ces communautés internationales savaient très bien que le Rwanda ne produisait pas les matières premières qu'ils achetaient auprès du Rwanda. Et tout ce qui était transformé au Rwanda n'est pas produit au Rwanda. Il est produit au Congo. Et aujourd'hui, c'est bon qu'ils aient compris. C'est la diplomatie qui a réussi à faire ça. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous savez, au monde, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Mais pour nous, nous pensons que la diplomatie est en train de produire des effets. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Qu'on ait dit à Kabarebe de ne pas aller aux États-Unis ou bien qu'on va bloquer ses avoirs. Peut-être qu'il n'a même pas des avoirs là-bas. On va bloquer quoi? Peut-être qu'il n'a jamais dit qu'il voulait aller aux États-Unis ou ailleurs, partout là-bas. Il s'en fout. Nous savons que la guerre du Rwanda, c'est une guerre économique d'abord, à part une guerre expansionniste. Le Rwanda ne veut pas lâcher nos minéraux stratégiques. Le Rwanda, je ne sais pas, à travers les différents accords qu'il avait signés avec les Congo, avec nous, il ne supporte pas qu'on lui dise est-ce qu'on peut réviser ces contrats, ces accords. Il existe bel et bien des accords signés avec le Rwanda pour l'exploitation des minerais. Les accords existent, signés pour d'abord l'exploitation de l'or, tout l'or du Nord, Kivu Sud, Kivu Maniema, et même Ituri. Il y avait eu un accord signé au temps du prédécesseur de Tshisekedi. Ces accords existent. Et était fait sous une contrainte ou sous une contrainte, parce que je vous dis que ça fait 30 ans que nous sommes en guerre avec le Rwanda. Et ça veut dire que ça remonte à l'époque de l'AFDL? Non, le dernier accord dont moi je suis en train de parler d'exploitation de l'or date à l'époque de Joseph Kabila. Date à partir de cette époque-là. Et lorsque Félix Tshisekedi a dit mais est-ce qu'on peut révisiter cette affaire, la guerre a commencé. Et entre-temps, frauduleusement, il était en train d'exploiter le coltan de Massissi. Avec la complicité de certains Congolais. Bien sûr. Parce que pour que quelqu'un vienne voler dans votre maison, il faut qu'il y ait un enfant qui lui a dit ma maman cache ses bijoux de ce côté ici. Donc, il était en train d'exploiter notre coltan, il était en train d'exploiter le pyrochlore, de tous nos minéraux stratégiques, il était en train de les exploiter frauduleusement et de les donner aux multinationales européennes. Moi, je pense que nous devons continuer à nous battre au niveau diplomatique jusqu'à ce que le contrat, les accords miniers avec l'Union européenne soient annulés. Parce que la guerre qu'ils nous mènent, c'est pour ne pas perdre les minéraux qui sont chez nous. Et après, nous verrons. C'est notre voisin. Il ne quittera pas là. Il ne quittera pas là-bas. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. S'il y aura de pourparlers, il y en aura. Mais comme l'a dit le président Tshisekedi, il préfère aller parler directement avec le Rwanda. Parce que c'est lui qui nous crée des problèmes pour diverses causes. C'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Et je vous dis que c'est surtout une guerre économique. Mais pourquoi la RDC ne voit pas directement ces multinationales qui achètent auprès du Rwanda pour que finalement ces multinationales achètent directement au Congo? Est-ce que nos lois, est-ce que nos textes, est-ce que la législation favorise cela? C'est là le nœud du problème. Je crois que le chef de l'État l'a dit que il faudra bien que ces gens-là viennent directement parler avec nous afin que les Congolais se retrouvent quelque part dans la vente de ces mais avec la maladie congolaise des commissions, de tout ça, c'est pas ça qui bloque aussi. Il y a de multinationales installées au Rwanda qui le disent directement que ici on est calme. On est calme. Quand vous venez pour faire votre business, que ce soit dans les mines ou dans autre chose, on vous dit, voilà, annuellement, vous payerez ceci. Et dès que vous avez payé cela, on vous laisse tranquille, vous travaillez. Même la fiscalité, elle est allégée. Elle est plus allégée. Quand vous venez pour investir au Rwanda,
on vous facilite presque tout. Mais au Congo, je me rappelle, ils disent, vous n'avez même pas eu une seule goutte de pétrole qu'on vous dit déjà de donner des commissions, qu'on vous dit déjà de payer telle taxe, qu'on vous dit déjà, on vous noie sous les taxes et vous ne savez pas y aller, vous ne savez pas investir. Quand bien même vous avez fermé les yeux, vous avez continué à investir, ils vous disent non, écoutez, il y a la taxe de l'environnement, il y a la taxe de ceci, des taxes bidons. On parle du climat des affaires qui est en train d'être assaini. Le climat des affaires n'est pas assaini, madame. Ça, ce sont des verbes. On dit seulement que l'assainissement de climat des affaires, mais il faut leur poser la question. Qu'est-ce que vous avez assaini? Il n'y a rien. Pourquoi est-ce que l'assainissement ne doit pas concerner que les taxes, mais même les conditions d'exploitation? Les conditions sont où? Quelqu'un qui produit le carreau, par exemple à Maluku, dans la zone économique, il produit les carreaux. Au lieu qu'on le protège, qu'on dise, écoutez, comme nous avons déjà une société qui produit les carreaux ici, ou bien le on n'importe plus. Ça arrive toujours. Les carreaux qui sont ici, moi j'en ai acheté. Ce sont des carreaux qui continuent d'arriver par conteneurs, par des milliers de conteneurs, mais parce que le Congolais prend toujours des pots de vin, je peux dire, ces conteneurs passent toujours. Ça veut dire être ouvert à Kinshasa. Ce que vous dites, madame, si l'on n'arrive pas à mettre fin à la corruption, à diminuer sensiblement la corruption, on continuera d'avoir ce problème d'investisseurs. C'est normal, c'est logique. Vous pouvez avoir, vous dites, je viens exploiter, je vais investir dans le pétrole. Vous êtes à Mwanda. C'est un exemple. À côté, il y a l'Angola. Et vous trouvez qu'au Congo, on vous exige énormément de fonds. Il faut donner à un tel, il faut donner autant à un tel, il faut... Et puis de l'autre côté, en Angola, on vous facilite les choses. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes un homme économique, vous irez en Angola. Donc, parce que c'est le même pétrole qui est dans la même nappe. Donc, parmi les solutions, parmi les réponses à apporter à la crise à l'Est, il faut également revoir le climat des affaires et faciliter la tâche à ceux-là qui veulent venir investir. Voilà. Que le marché soit plus compétitif. Oui. C'est ce qu'il faudra faire. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, le Rwanda exploite le gaz qui est dans le lac. Du lac. Il l'exploite déjà. Et nous ici, on a des investisseurs qui viennent, qui veulent exploiter du côté congolais. J'ai vu même une délégation rwandaise je crois il y a peut-être 5 ou 6 ans, venir au Congo pour dire le gaz, il y a plus de gaz chez vous que chez nous. Est-ce qu'on ne peut pas l'exploiter ensemble? La solution n'a jamais été trouvée. Parce que avant même que vous n'ameniez les gens pour explorer, on vous exige déjà des fonds. Alors, du côté du Rwanda, on n'exige pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'exploiter le gaz et c'est encore nous, les Congolais, qui sommes les plus grands marchés, qui achètent le gaz au Rwanda voisin, là, en Ituri. Nous avons une nappe pétrolière avec l'Ouganda, dans le Graben Albertine. Mais aujourd'hui, l'Ouganda est déjà en train d'exploiter le pétrole qui est dans le bloc 1 que nous partageons avec le Rwanda, mais il y a encore avec plus... Avec l'Ouganda. Il y a plus de pétrole du côté congolais que du côté ougandais. Et voilà, tous les investisseurs sont partis en Ouganda. Parce qu'on leur dit, venez, vous allez donner du travail aux Ougandais. Puisque c'est une guerre économique, voilà. On sait que c'est une guerre économique, nous devrons rendre notre économie plus attrayante. Voilà, c'est ça. Sinon, nous aurons toujours des guerres. Nous avons 9 voisins. Nous devons savoir comment jongler avec les 9 voisins. S'ils trouvent que nous sommes trop durs, mais les gens vont aller là-bas, ils vont nous combattre. Mais je viens de vous parler de ce pétrole-là. L'Ouganda n'a pas besoin qu'il y ait la paix chez nous parce que
il est en train d'exploiter. Et si nous, on veut attirer des investisseurs, c'est question de les appeler et de ne pas demander des pots de vin. La commission. Voilà, les rétrocommissions. Les rétrocommissions qui sont en train de compliquer la vie, même qui ont aussi une incidence sur les questions sécuritaires, comme vous venez de le démontrer. Oui. Une autre préoccupation, madame, ceux qui sont en train de nous agresser disent qu'ils sont en train de défendre, entre autres, la communauté Tutsi. Est-ce que c'est le seul peuple que nous avons en commun avec les autres pays? Parce que nous avons 9 voisins, comme vous venez de le dire. Et en tout cas, avec l'histoire, on sait qu'il y a au moins une tribu qui est à cheval entre la RDC et l'un de ces pays voisins. Pourquoi c'est toujours les Tutsis qui créent des problèmes en RDC? Pourquoi c'est toujours des Tutsis qui montent les enchères, qui font des problèmes sérieux et apparemment les autorités finissent toujours par céder à leurs caprices? Bon, je ne sais pas quelle mouche pique les autorités pour céder toujours aux caprices de nos frères Tutsi et sœurs Tutsi. Moi, j'ai grandi à Goma. Nous avons toujours eu de la communauté Tutsi à Goma, à Bukavu, à Butembo. Partout, nous avons vécu avec nos frères Tutsi. C'est seulement depuis qu'il y a Kagame au pouvoir au Rwanda que cette affaire prend une ampleur mondiale, si je peux dire. Parce que, à l'époque de Mobutu, son directeur de cabinet, Bisengimana, c'était un Tutsi. Et il a placé des Tutsis dans toutes les entreprises au pouvoir. Ils étaient des ministres, ils étaient au comité central, ils faisaient les affaires et tout le monde se portait très bien. Et je ne sais pas, Kagame, il est en train d'utiliser la fibre Tutsi pour nous agresser. Moi, je condamne nos frères Tutsi, nos sœurs Tutsi, parce qu'à un moment donné, ils doivent taper sur la table. Les Tutsi, il y a des Tutsi qui sont au Congo et il y a des Tutsi qui sont au Rwanda. Tout comme il y a des Hutus congolais et des Hutus rwandais. Pourquoi lui ne pense qu'à protéger son espèce? Donc, parce que les Tutsis, il vient protéger les Tutsis. Et qui lui a dit que les Tutsis sont en danger? Nous sommes au Parlement avec Madame Magui Rwakabuba. C'est une Tutsi. Elle se sent très bien à l'aise. Mais pourquoi le gouvernement angolais ne vient jamais intervenir quand les Bazombo ont des problèmes ici? Ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes. Je ne sais pas, j'aurais recommandé à nos frères et sœurs de la communauté Tutsi de se désolidariser des allégations de Kagame. Mais on voit qu'ils font souvent des déclarations pour dire... Justement, il y en a qui mangent dans les mains, si je peux dire, au râtelier de Kagame. Et ils sont en train de se mettre toutes les autres communautés sur le dos, seulement pour satisfaire Kagame. Est-ce que c'est la seule minorité en RDC? Kagame passera. Le Congo restera là où il est. Les Tutsis resteront là où ils sont, dans le plateau de Minembwe là-bas. Ils resteront là. Il y en a d'autres qui sont au nord Kivu. Mais je ne comprends pas. Ils sont en train de se fragiliser. AFDL, ils ont donné les jeunes Tutsis à les combattre. RCD Goma, ils ont donné des jeunes Tutsis à les combattre. CNDP, M23, les jeunes Tutsis, mais ils sont en train de mourir sur différents fronts. Et maintenant, actuellement, toute la guerre qui est là, on l'assimile à une guerre Tutsi, à une guerre expansionniste de Tutsi. Quand ils disent que Massissi c'est pour eux, Rutshuru c'est pour eux, Minembwe c'est pour eux, Mulenge c'est pour eux, mais les autres tribus, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi seulement eux? Moi ici, je suis Madame Kavira. Kavira, je suis Munande. Du côté de l'Ouganda, il y a toute une communauté qui s'appelle les Bakonzo. Les Bakonzo parlent Kinande. Ce sont des Nande au fait du côté de l'Ouganda. Qui est venu d'où? Donc c'est nous, les Nande congolais,
il y a des siècles, on parle de 11e ou 12e siècle, nous avions migré pour la partie est. Et lorsqu'on a partagé l'Afrique, nous étions déjà du côté congolais. Et nos frères sont restés du côté ougandais. Ces gens-là n'ont jamais traversé la frontière. Non, ils peuvent venir faire les affaires. Le commerce est transfrontalier, mais ils rentrent toujours. Mais pourquoi avec les Tutsis c'est difficile de circonscrire? Je ne sais pas, c'est parce qu'ils tombent chaque fois dans le piège de Kagame. Ils ne dénoncent pas cela. C'est le gouvernement congolais qui doit protéger les Tutsis congolais et pas un pouvoir extérieur. C'est faux. Ce sont des prétextes. Moi, j'ai déjà posé la question à un Tutsi. J'ai dit, mais pourquoi vous ne dénoncez pas cette affaire-là? Qu'ils viennent toujours tuer vos frères congolais sous prétexte qu'ils viennent vous protéger. Qui vous a agressé? Alors, celui-là dira, tu n'as pas encore vu le sort de tout celui qui essaie d'élever la voix. Donc, je crois qu'ils ont peur. Il y a une portion de tous ces Congolais qui ont peur d'élever la voix. Ils préfèrent se taire. Ils parleront quand Dieu le voudra. Mais entre-temps, ils se mettent toutes les autres tribus sur le dos. Parce qu'ils disent donc que nous, on est en train de mourir parce qu'on doit venir vous protéger. Et nous, on n'a pas besoin d'être protégés. Vous êtes député national élu de Lubero Nord Kivu. L'autre prétexte, c'est la présence des FDLR ici au Congo. Depuis quelques semaines, toute cette partie où les FDLR sont censés se retrouver est entre les mains de l'AFC. Est-ce que vous avez des informations selon lesquelles ceux qui sont là pour l'instant ont capturé ou mis la main sur quelques FDLR? Tout ça sont des prétextes. Mais s'il ne veut pas avoir si le pouvoir rwandais ne veut pas avoir de problème avec les FDLR, pourquoi il n'ouvre pas un dialogue avec ses frères rwandais Hutu de FDLR, qu'il les appelle chez lui? Moi, je vais vous surprendre, je vais vous dire que actuellement, le gros des FDLR dont Kagame parle, c'est sa fabrication. C'est lui qui fabrique les FDLR, les rapatrie au Congo, afin qu'il ait toujours cet alibi-là. Nous qui venons de là-bas, nous le savons, parce qu'il nous arrive de causer avec les jeunes Hutus qui viennent du Rwanda. Ils disent, mais nous, on est venus, on nous a dit que, afin que la famille soit graciée, donc la famille qui était revenue du Congo, pour qu'on gracie la famille, il faut donner 2 jeunes qui vont repartir au Congo en tant que FDLR. Tout ça, c'est faux. Tout ça sont... Je vous dis que le problème de Kagame, c'est l'économie, nos minéraux stratégiques et nos terres, les terres de nos ancêtres. Donc, ils veulent venir jusqu'en RDC. Et nous devons vraiment marteler sur ce point-là. Parce que au cas où il s'installait, dit bon, parce que je suis en train de suivre le discours du peuple rwandais au Rwanda. Ils disent, maintenant nous avons récupéré nos terres, il est temps, les jeunes, mariez-vous, allez occuper ces terres que nous venons de récupérer à Massissi et à Rutshuru et une partie de Lubero. Ils sont en train de le dire. Donc si nous ne faisons pas gare, nous risquons de perdre des terres, et c'est vraiment des terres stratégiquement riches en minéraux. Madame, on va commencer à chuter. Hein. Vous avez été à la rencontre avec le chef de l'État, la rencontre qu'il a eue avec les élus de l'Union sacrée. Il a notamment annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce que la formation de ce gouvernement va renforcer la cohésion à l'interne quand on voit tout ce qui est fait, hein, que ce soit par la Synco et le CC pour ramener tout le monde autour d'une même table pour faire baisser la tension qui est quand même assez vive à l'interne? Je pense que oui. Le chef de l'État, je crois, il n'a pas lancé les mots en l'air. Sûrement qu'il a palper les réalités qui sont les nôtres ici au Congo, dans la partie ouest, même dans la partie est. Je pense que c'est une bonne chose. Si vous avez suivi
Fayoulou. Fayoulou, ce qu'il a dit. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il a lancé l'appel à Joseph Kabila. Il a lancé l'appel à tous les Congolais de se mettre ensemble, de former un bloc, de faire une cohésion nationale et de nous battre dans le même sac, comme on dit, face à l'ennemi. Et je crois qu'il faut suivre ce qu'il a dit et j'espère qu'il l'a dit parce qu'ils en ont parlé avec le chef de l'État, je ne sais pas. Parce que ce qu'il a fait, il a appelé tout le monde à suivre la Senko, c'est que la Senko et l'ECC sont en train de faire. Exactement, le chef de l'État les avait reçus, la Senko et l'ECC. Je crois que même à Mongaliema, il nous a dit qu'il va les recevoir. Encore? Il va les recevoir, il va les écouter. Après la ronde qu'ils ont eu à faire. Oui. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Bon, il faut se battre, mais la diplomatie est là, la politique aussi est là. Et tout cela doit nous aider à revenir sur la table de discussion et à voir comment, tous ensemble, nous allons récupérer nos terres qui aujourd'hui sont occupées par le Rwanda. Mais les opposants, certains rejettent déjà cette main tendue du président de la République. Et que deviendra l'Union sacrée s'il y a cette formation du nouveau gouvernement? Les opposants qui sont en train de refuser, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il faut voir, nous perdons, militairement, nous ne sommes pas en train de gagner. Il faut se méfier de ces politiques-là, ces politiciens qui sont en train de refuser la main tendue. Peut-être qu'ils ont déjà une main tendue avec le supplétif du Rwanda. Parce que quand vous voyez, on a commencé, vous avez parlé d'un grand nombre de morts. Vos frères sont en train de mourir et quelqu'un vous tend la main pour dire, écoutez, je suis prêt à libérer une partie de mon pouvoir pour que nous puissions le partager afin de voir comment récupérer nos terres déjà occupées. Et vous allez dire non. Madame Mamie, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Moi, j'encourage le président Tshisekedi. Et je lui dis de ne pas lâcher cette main tendue. Qu'il continue. Ceux qui sont en train de refuser aujourd'hui, c'est eux que vous verrez rapidement à la télé, en train de dire que voilà, nous avons accepté parce qu'on nous a... parce que là, ça s'appelle monter les enchères. Mais est-ce qu'il y a déjà... des tractations, c'est peut-être qu'il y a déjà des tractations qui se font. Et est-ce que ce gouvernement interviendra avant, après un dialogue? Et le dialogue, le chef de l'État maintient sa position, il ne va pas dialoguer avec les M23. Est-ce que vous soutenez cette position-là et pourquoi? Laquelle? Du chef de l'État de refuser de dialoguer avec les M23. Moi, je lui donne raison. Dialoguer avec le M23, franchement, pour moi, ça sera craché sur la mémoire de tous ces morts qui étaient là. Le M23 et le truc là, c'est AFC de Nanga. Tous, ce sont les intérêts privés, individuels, qui sont en train d'amener ces gens-là à tuer massivement les Congolais. Nanga, il était président de la CENI ici. Nous savons ce qu'il a fait. Il a même dit devant le monde entier, la communauté nationale et internationale, que lui avait truqué les élections de 2018. Bon, il a truqué les élections. Qu'est-ce qu'il ne peut pas truquer encore? Peut-être qu'il va vendre le pays. Lui-même m'a dit, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas négocier. Il peut vous dire une chose le matin. Quand le Rwanda va venir lui tirer les oreilles, il va dire une autre chose le soir. Parce qu'avant, il disait que effectivement les élections s'étaient passées d'une façon claire et transparente. Vraie. Voilà. Et subitement, parce qu'il a des intérêts, paraît-il, des intérêts miniers, avec ses carrés miniers, il fait tuer énormément de Congolais. Est-ce que quelqu'un qui fait tuer ses propres frères, il mérite vraiment qu'on se mette sur la même table
Et comme lui, il s'est fait manipuler par le Rwanda et tous les autres qui sont derrière le Rwanda, effectivement, c'est peut-être qu'il faut négocier carrément avec le Rwanda. Et lui aura ses dividendes derrière le Rwanda. Parce que c'est comme ça qu'il est en train de travailler. Si vous arrivez sur le front nord, là, à Lubero, à Lubero, à Kanyabayonga, vous direz la même chose que moi. Aujourd'hui, les enfants, les jeunes sont en train d'être recrutés par force. Les jeunes, à partir de 13 ans jusqu'au-dessus, par force. Alors, il est en train de tuer l'avenir du Nord Kivu. Et c'est avec lui qu'on va négocier. Bon, la politique, elle est ce qu'elle est. Peut-être qu'un jour, le président Tshisekedi pourra revenir sur sa parole, je ne sais pas. Mais pour l'instant, vous lui demandez de garder sa position. Le mois de mars, une pensée, un mot à ces femmes pour qu'on termine. J'ai toujours dit pour nous ici en RDC, il faut changer le narratif. On ne peut pas dire le mois de mars et puis nous faisons un défilé et puis nous faisons des activités et puis, alors que nos propres sœurs sont en train d'être violées à masse. Il y a un pagne qui est mise en vente pour en tout cas, c'est ça, moi je condamne cela. Les recettes soient renvoyées à ces femmes parce victimes. Que ces recettes-là, nous ne savons même pas où elles sont en train de partir. Il y a eu des actions, de très bonnes actions, des actions louables. Je sais qu'il y a le ministre du portefeuille qui a fait une bonne collecte de 25 millions de dollars, je pense, gardée, paraît-il, dans un compte à Roubank et géré par le ministère des Finances. Il y a madame la DG de Kadeko qui a fait la même chose et beaucoup d'autres personnes sont en train de faire la même chose. Mais c'est canalisé comment? Qui a vu cet argent-là? Moi, je viens du front. J'étais au front nord. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu cet argent-là atterrir. Non. J'ai vu l'argent que le ministère de la Défense a débloqué, à moins qu'on ne dise que c'est dans ces comptes-là. Mais, en tout cas, le ministre de la Défense qui était avec nous n'a pas dit que ça venait de dons collectés par le public. Dans le cas de l'effort de guerre? Non. Alors, je crois que pour une fois, l'effort de guerre, il ne faudra pas que ça soit une histoire encore du business où certaines personnes vont détourner toute cet argent, toute cette aide-là, alors qu'il y a les Ouazalendo qui en ont besoin au front, parce qu'ils se débrouillent tant bien que mal pour acquérir les armes qu'ils utilisent. Alors, si quelqu'un pouvait me dire, Madame Kavira, voilà, maintenant on a débloqué ici, il faut qu'il y ait cette commission qui avait été sollicitée par certaines personnes, une commission qui va co-gérer les dons récoltés par-ci, par-là. Si on ne le fait pas, ça sera comme ce que nous voyons toujours. L'État congolais sort de l'argent pour que ça aille au front, et l'argent disparaît entre les poches de certaines personnes ici à Kinshasa. Il y a cette campagne de recrutement à travers le pays où l'on mobilise les jeunes à rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes élu, votre mot? Merci. Effectivement, je voudrais terminer par là. Je voudrais appeler les jeunes, la jeunesse congolaise à se faire enrôler massivement dans les rangs des FARDC. Parce que ça fait 30 ans que nous sommes en guerre et je crois que les effectifs commencent à faire défaut. Et on a une armée issue du brassage, mixage. Voilà. Non seulement que nous avons des gens qui trahissent au front parce qu'ils viennent d'autres cieux, je voudrais en appeler, vraiment c'est un appel pathétique envers notre jeunesse. Je vois ici à Kinshasa, il y a une jeunesse qui passe son temps en train de faire les koulouna, en train de traquer les populations. Est-ce que ce sont ces personnes-là qu'on va amener dans l'armée? Non, parce que quand ils vont là-bas, ils ont toujours une période de formation idéologique et une formation militaire, paramilitaire et une formation au métier. Vraiment, j'appelle ça lavage des cerveaux. Et des fois, ce sont les meilleurs. Alors, je voudrais vraiment dire que
nos jeunes puissent s'engager. Parce que c'est le pays que nous allons léguer à la génération future. Mais si nous devons vous léguer, vous les jeunes, un pays amputé d'une partie, parce que nous avons manqué les effectifs militaires, ça sera pas du travail bien fait par nous les parents. Nous devons rapidement mobiliser les jeunes à aller là-bas, mais c'est aussi un cri un appel au gouvernement de s'occuper comme il faut de ces recrues. Voilà, c'était ça le mot sur lequel je voulais chuter. Madame Jeannette Kavira, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à Isabelle Mwengo qui a aidé à la préparation de cette émission, Patrick Mungongo qui a assuré la prise de vue, Miguel Mena qui a assuré la coordination et la prise de son. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est dimanche après le journal de 19h. Vous pouvez contacter le 09 97 90 93 22 pour toutes celles qui veulent participer à cette émission. Le débat au féminin pour aujourd'hui, c'est fini. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, Dieu voulant, avec une autre femme. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Que faire pour en finir avec la guerre à l'est de la RDC? La formation d'un gouvernement d'union nationale va-t-elle renforcer la cohésion à l'interne? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Jeannette Kavira, élue de Lubero. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.